Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce 98e épisode, on se rapproche du 100e. Il reste encore quelques jours si vous avez des questions de dernière minute à me poser pour l'épisode spécial 100 FAQ. Donc effectivement, j'ai eu assez de questions pour préparer un épisode, j'ai déjà commencé à l'écrire et autres. Donc voilà, si vous en avez encore, je peux peut-être les rajouter a priori. Il faudra juste faire ça, pas à la dernière minute, je pense. C'est le dernier épisode où je peux encore en récupérer. Et pour cela, c'est la même rengaine, soit en allant sur mon Instagram, donc mon compte c'est NJNGEE, soit en m'envoyant un mail à mon adresse nicolas@nj.me, donc ngee.me. Et pour le numéro 98, on va faire dans le 3615 ma vie. Si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous savez que j'aime varier les thèmes, que ça soit parler de voyage sur le Japon en général, de faire des coffee shop tours, ou bien mon ressenti tout simplement sur le Japon, j'aime bien varier. Mais vous le savez, ça fait maintenant 8 mois que je suis loin de ma terre promise. J'ai dû rentrer en avril dernier en France, et il n'y a pas un jour où je ne pense pas au Japon. Forcément, ça me manque. Mais c'est un sentiment que pas mal d'entre vous au final doivent connaître, je pense. Et ce sentiment de manque vient de plusieurs raisons. Et du coup, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Car oui, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui me manque le plus dans ma vie de tous les jours au Japon. Et on va commencer, à votre avis, par quoi ? Par un café, forcément, on commence toujours par le café. Alors bien sûr, à Paris, il y a de bons coffee shops. Mais de 1, ils sont pas vraiment à côté de chez moi. Honnêtement, le plus proche, il doit être à 50 minutes à pied. Et les autres, pour la plupart, sont à 2 heures à pied. Du coup, ça motive un peu moins pour y aller. Et de 2, ils sont souvent pas du tout laptop friendly. Et vu que j'habite chez un ami, parfois, j'essaye d'aller un peu dehors pour lui laisser du temps libre. Mais du coup, souvent, je suis obligé de glander, en gros. Alors qu'au Japon, j'aurais sûrement eu plein de coins sympas pour me poser avec mon laptop et pouvoir continuer à travailler sur mes projets. Sur Paris, c'est plus compliqué. Bon, vous allez me dire, il y a les Starbucks, les McDo, etc. Mais bon, c'est pas vraiment mon truc, tout ça. Moi, j'aime bien le bon café, j'aime bien me poser dans une ambiance que je trouve agréable. Et le Starbucks et le McDo, c'est pas des... déjà, manger au McDo, j'aime pas ça. Voilà, désolé. Et les Starbucks, j'aime ça. Mais je trouve pas les ambiances très agréables pour se poser et travailler. En tout cas, par rapport au Japon, comme je vous le disais, ça me manque énormément. Et puis dans l'ensemble aussi, par rapport à quand je vivais à Kyoto, je me sentais franchement plus à l'aise pour bosser avec mon laptop ou me poser dans un petit café qu'au final en France. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont laptop friendly, mais ils sont pas nombreux. Et souvent, je me sens pas spécialement à l'aise. C'est juste une sensation, quoi. En tout cas, même si j'ai pas le budget maintenant pour y aller tous les jours, comme quand j'étais étudiant ou j'étais digital nomade et que je vivais à Kyoto, j'allais tout le temps au café. J'aimerais quand même bien parfois retrouver mes petits coffee shops préférés de Kyoto pour me poser tranquillement. C'est vraiment quelque chose qui me manque, ça peut paraître un petit peu con, mais voilà, parfois pour travailler ou juste pour profiter, les cafés de Kyoto ou de Tokyo me manquent. Et comme vous l'avez compris, j'évite pas mal les transports parisiens. Je marche le plus possible, mais habitant dans le sud de Paris, je suis pas vraiment à côté de tout. Donc comme je vous l'ai dit, il me faut en moyenne 2 heures pour me rendre à pied dans le centre de Paris. Avant, quand j'habitais Paris, je prenais les transports tous les jours et j'en avais aussi pour plus de 2 heures par jour de transport au final. Et depuis que je suis parti au Japon, j'avais plus besoin de prendre des transports. J'habitais dans le centre de Kyoto, mon école était à 15 minutes à pied de chez moi, j'avais tout autour de chez moi, et bien sûr, étant dans le centre, je pouvais me balader un peu partout facilement à pied, forcément. J'étais central, donc je pouvais partir dans le nord, dans le sud. Ça me prenait moins de temps que tout traverser. Ça m'a vraiment changé la vie c'était vraiment un vrai changement de vie de ne plus avoir à prendre les transports. Pendant 2 ans, j'avais plus besoin donc de prendre aucun transport en commun, à part dans des rares occasions. Et honnêtement, je vous l'ai dit, c'est un truc qui me manque beaucoup. Et ça, vous vous en doutez, mais d'avoir tout à portée de main sans le moindre transport, c'est quand même un grand luxe de vie. Et j'aimerais bien le retrouver. Et là, en habitant où je suis, c'est plus compliqué. Et à chaque fois, je me rappelle de ça et ça me saoule. Voilà, ça me saoule vraiment. Et en parlant de transport, justement, il y a les transports en eux-mêmes aussi qui me manquent. Car entre un RER ou la ligne 13, par exemple, à Paris, ça parlera à certains, et un train local japonais pour aller de Kyoto à Osaka, il y a franchement un gros monde d'écart, quoi. Je me souviens des trajets en train, que ça soit dans la Keihan par exemple, ou bien dans la Hankyu, qui sont donc des compagnies de train, pour aller à Osaka. Il y a toujours une ambiance qui est assez spéciale. C'est assez calme en fait.
Les trajets en train sont agréables, là où en France, c'est plus une punition de devoir prendre un transport en commun qu'autre chose. Alors bien sûr, c'est spécifique à ma vie là-bas. Je me doute que pour certains, prendre les transports en heure de pointe à Tokyo, c'est pas du tout la même ambiance que moi quand je prenais le train. Mais pour moi, les trains locaux, c'était cool. Pour faire un Osaka-Kyoto, en heure de pointe, vu que j'étais pas spécialement pressé, je laissais souvent passer le train rapide qui était blindé pour prendre le train local qui s'arrête à toutes les stations, certes, mais au moins j'avais une place assise et il y avait beaucoup moins de monde et ça prenait peut-être 30 minutes de plus, mais voilà, il y avait une ambiance qui était chouette, c'était agréable. Vraiment, j'adore les trains au Japon. Et pour ceux qui ont déjà pris les trains au Japon, vous le savez, il y a une ambiance qui est très sereine, qui donne envie de s'endormir au final. C'est pour ça qu'on voit souvent des photos de Japonais qui sont en train de s'écrouler contre des gens ou de dormir. Parce que c'est calme, parce que ça craint rien. Du coup, le transport japonais, il est sans aucune comparaison possible avec les transports français. Et ça, c'est un gros manque aussi par rapport à ce que je vis ici. Et puis dans les trains, il y a plein de bruit. Il y a des jingles à la con. Et ça aussi, c'est bête, mais le son au Japon, c'est quelque chose qui me manque dans ma vie de tous les jours. Oui, ça peut paraître con. Bon, peut-être pas celle des ambulances, aux sirènes qui sont super criardes. Mais pour le reste, que ce soit les jingles audio dans les gares ou bien les feux de signalisation même, le bruit des passages à niveau qui est si typique, il y a plein de bruits vraiment typiques qu'on prend plaisir à écouter. Je passe sur le son des clapeurs de rue qui passent la nuit. Bon, moi je pensais à la base que c'était des moines qui faisaient des prières, jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit que non, en fait, celui qui passait dans mon quartier, c'était pas du tout un moine, c'était un type qui indiquait juste qu'il fallait pas oublier d'éteindre le gaz. Oui, parce que c'était une tradition un peu au Japon et dans certains quartiers, et vu que vous savez que les maisons parfois sont un peu vieilles, un peu en bois, pour éviter que les maisons prennent feu pendant la nuit et qu'il y ait des morts, il y a un mec qui passe à minuit, 11h, je sais plus à quelle heure il passait, qui fait oh pop 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 pop, voilà, qui claque à chaque fois et qui du coup en fait doit dire attention, il faut éteindre le gaz les gars parce que sinon vous allez tous mourir pendant la nuit. Voilà, bon pourquoi pas. Et moi j'étais persuadé à la base que c'était que c'était juste un moine qui faisait ses petites prières. Donc bon, ça perd un peu de son charme, mais l'ambiance sonore japonaise, il y a vraiment un truc à part. Ça a un charme de malade et ça me manque vraiment. J'adore tous les sons au Japon. Plein de sons débiles, et vraiment, là en France, on n'a pas ça, vraiment, on n'a pas ces sons-là. Je pense qu'on aurait ces sons-là, les gens gueuleraient, je pense que les gens en auraient marre, je pense que les gens parfois trouveraient ça idiot, mais moi j'adore ces sons au Japon, je trouve que ça fait partie totalement du paysage japonais. Et ça me manque, il y en a dans le podcast des choses qui me manquent, donc forcément si j'en parle, c'est que ça me manque beaucoup. Et en parlant de mon ancien quartier, il y a aussi du coup mon ancien appartement qui me manque, mais alors plus qu'énormément. Alors le tout premier, parce que j'ai vécu dans 2 appartements au Japon. Et pour les curieux, j'avais fait une vidéo YouTube de celui-ci et je vous le remettrai dans la page de l'émission. Mais j'aimais beaucoup cet appartement, c'était dans un immeuble moderne, c'était pas une vieille maison japonaise, oh là là je suis au Japon, non, c'était un truc très moderne et confort. J'étais dans un quartier central, donc comme je vous le disais, à 10 minutes à pied de l'hypercentre de Kyoto, mais ça restait quand même un quartier résidentiel. Il y avait des petites maisons traditionnelles qui étaient jonchées entre des gros immeubles plus modernes. C'était très très calme, dans des toutes petites ruelles à sens unique. J'étais vraiment bien dans cet appartement. En plus, ça va faire maintenant 1 an et demi que je l'ai quitté et que depuis, je vis en colocation. Que ça soit en Écosse, quand j'ai vécu en Écosse, ou alors quand je suis retourné à Kyoto, j'étais aussi en colocation. Et maintenant, j'habite chez un ami qui m'héberge. Et forcément, même si les colocs, elles se sont bien passées, elles se passent bien, ça manque quand même pas mal de pas habiter tout seul et d'avoir un chez-soi à soi, justement. Parce que quand j'étais en coloc, je n'ai jamais l'impression d'être vraiment dans un chez-moi. J'ai l'impression de partager quelque chose, d'être quelque chose de passage. Et de toute façon, je savais que c'était le cas aussi, c'est pour ça. Mais du coup, c'était pas mes meubles. Je suis arrivé, il y avait déjà des gens, ou alors c'était déjà des meublés. Donc du coup, vous sentez pas spécialement chez vous, même si vous mettez 2-3 petites touches personnelles, c'est pas chez vous. Et là, je suis hébergé chez un ami, et je le remercie vraiment pour ça, parce qu'il m'aide beaucoup. Sans lui, ça serait beaucoup plus compliqué mon retour en France. Mais bon. C'est quand même pas chez moi et du coup avoir mon petit chez moi, c'est vraiment un truc qui me manque énormément. Et pour continuer au niveau de l'appartement, ce qui me manque le plus finalement dans cet appart, hormis ma déco et le fait que ça soit un chez moi, etc., que je me sentais vraiment bien à l'intérieur, c'est la salle de bain, la salle de bain à la japonaise. Si vous écoutez ce podcast depuis le début, vous savez que j'ai un amour sans nom pour les salles de bain modernes à la japonaise. C'était même un de mes principaux critères, honnêtement, quand je cherchais mon appartement à l'époque. Les grandes salles de douche où on a de l'espace vraiment pour se doucher, où on n'est pas tout étriqué dans une cabine de douche ou dans une baignoire à pas pouvoir bouger.
Là, par exemple, en ce moment, j'ai une grande salle de bain à ma disposition, hein, c'est cool, mais je dois me doucher dans une baignoire avec un rideau de douche, comme tout le monde, hein, et je peux pas poser, par exemple, alors c'est moins comme tout le monde, mais le pommeau de douche en hauteur. Il n'y a rien pour le poser. Donc du coup, c'est fini le fait de rester sous la douche sans bouger, avec l'eau chaude qui vous tombe dessus. Non, là, quand vous vous lavez, il faut poser le pommeau de douche par terre et puis vite le reprendre parce que vous commencez à avoir un petit peu froid. Et ça, du coup, pendant ces moments-là, j'avoue, je repense vraiment avec grande tristesse à ma salle de bain à la japonaise. Car oui, c'est fini le fait de rester sous la douche sans bouger, c'est fini les grands espaces où on peut bouger à droite à gauche, limite on peut marcher dans sa salle de bain tout en se douchant, on est libre de ses mouvements. Et vous l'avez compris, hein, je kiffe les salles de bain japonaises. Et encore plus quand il y a un mode séchage pour sécher son linge à l'intérieur et programmé avec un minuteur. Ça, c'est le rêve à l'américaine, mais version japonaise. J'avais déjà eu ça dans un Airbnb. J'avais trouvé ça ouf. Alors, c'est débile, hein, mais de pouvoir mettre son linge dans la salle de bain, dire tu chauffes pendant 2 heures, enfin ça le sèche pendant 2 heures. Vous revenez 2 heures après, la salle de bain, il n'y a plus une goutte d'eau. Votre linge, il est sec. Vous dites ok, c'est super, j'adore le Japon, j'adore les salles de bain japonaises. Mais bon, vu qu'on est dans le pratique, là c'est vraiment un côté pratique, on est obligé de parler des combini. Bah oui, forcément, vous les connaissez tous les combini. Il n'y a pas une personne ayant vécu au Japon pour qui les combini ça ne manque pas, je pense pas, ou alors je sais pas, mais il y a peut-être des combini haters, je ne sais pas, mais quand vous avez vécu au Japon et que vous rentrez dans votre pays, si vous n'avez pas le même système, ça vous manque forcément, parce que dans les combini on peut tout faire, de jour comme de nuit. Je veux dire, quand je dois faire des courses, je n'avais pas à me programmer mon passage et à réfléchir, à me dire qu'il faut que j'aille avant 20h, parce que sinon ça va fermer, qu'entre midi et 2 c'est fermé, du coup je peux pas y aller, il faut que j'aille plus tard. Parce que oui, dans la banlieue où j'habite, y a des magasins qui ferment entre midi et 2 en ce moment. Je n'ai pas connu ça depuis que j'habitais en province. Donc là, la dernière fois que j'habitais en province, c'était il y a 20 ans. Du coup, c'est très perturbant pour moi. Vous allez dire, oh pauvre petit, vous avez raison, hein, c'est pas très grave. Mais mine de rien, ça manque. Hein, c'est des petits services qui manquent. Là, quand vous êtes au Japon, il n'y a pas de contraintes. Je sais qu'il y a des combini partout qui sont tout le temps ouverts. Si par exemple j'ai la flemme d'aller faire des grandes courses dans un vrai supermarché, il n'y a pas de souci, j'y vais pas, je vais me prendre un truc d'appoint en combini dès que j'aurai la motive pour me bouger. Si vous manque un truc à la con, il y a toujours quelque chose qui vous dépannera au combini. Et puis parfois, il y a des trucs qui sont pas trop mauvais. Hein. Moi je me souviens de gâteaux de saison que je kiffais bien, et là qui n'a pas duré longtemps, où vous arrivez toujours à trouver un plat un peu fétiche, un petit truc qui vous plaira. Au combini, c'est le fait de pouvoir te dépanner aussi sur une photocopie ou sur une impression, d'avoir un distributeur à portée de main dès que tu as besoin d'argent, de pouvoir payer ta taxe directement, récupérer un colis 24/24, 7 jours sur 7, c'est un luxe quoi, c'est un truc qui est vraiment chouette et qui me manque quand on revient en France. Hein. C'est con, mais tout ce côté pratique me manque. Sachant que vous avez en plus toujours un combini à moins de 5 minutes à pied de chez vous. Voire plusieurs hein, parfois. Hein. Donc y en a qui peuvent être encore plus près, qui vont être à 30 secondes. Moi, dans mes 2 appartements, les combini étaient à chaque fois moins d'1 minute. Hein. Vraiment, les plus proches étaient à moins d'1 minute de chez moi. Quand on est glandeur, honnêtement, c'est le rêve. Et même quand on l'est pas, hein, ça vous soulage un peu. Vous n'êtes pas obligé de tout programmer, de programmer vos courses, de faire tout ça. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Bon, après, bien sûr... Hein, j'en avais déjà parlé, donc je ne vais pas le refaire. J'avais fait un épisode spécial sur les combini, mais qui dit 24/24, dit 7 jours sur 7, dit des employés qui travaillent 24/24 et 7 jours sur 7. Alors bien sûr, ils se relaient, mais ça veut dire des conditions qui ne sont pas top. Tous ces services derrière, il y a un côté négatif. Mais là, en égoïste, en côté égoïste, quand on est client, c'est quand même hyper chouette d'avoir ça à porter. Et là, c'est quelque chose qui me manque aussi. Et les combini, on y va souvent finalement la nuit pour dépanner, hein, ou quand on a une envie soudaine. Et la nuit, justement, moi, c'est un truc, mais alors vous n'imaginez même pas, ça me manque énormément, la nuit. Ouais, la nuit. Alors oui, en France aussi, on a la nuit, hein, ça existe, hein, vous le savez, on arrive tous à dormir, à un moment donné, il n'y a plus de soleil, et heureusement, hein. Mais les nuits japonaises, vraiment me manquent. J'adore avoir un peu la ville pour moi tout seul. Marcher dans des rues qui sont désertes, elles sont souvent très très peu éclairées. Et même, pas besoin de marcher la nuit tard, hein, mais dès qu'il commence à faire nuit, vous allez commencer à voir les enseignes, genre par exemple un restaurant ou un coffee shop qui va être illuminé à l'intérieur avec une ambiance très chaleureuse qui va ressortir finalement de cette pénombre des ruelles japonaises. Ça fait des superbes photos déjà. Et puis voilà, vous avez cette ambiance qui est là, qui est vraiment présente. Ça a un charme fou, vraiment. En plus, le Japon, vous le savez, c'est safe. Du coup, on peut marcher dans les rues sans se soucier de rien. Du coup, on profite encore plus de ces balades nocturnes. Je ne ferai clairement pas les mêmes balades dans les mêmes conditions en région parisienne, hein, vraiment, enfin dans les mêmes conditions, je veux dire, pas dans les conditions dans le genre où si c'était safe, etc. Mais dans Paris, je vais pas aller me balader comme ça la nuit, et en ayant le cœur aussi léger, on va dire. Au Japon, quand je me balade, j'ai ce cœur léger, j'ai l'esprit qui vagabonde. En France, je vais être
forcément plus à l'affût, faire un peu plus attention. L'ambiance, elle s'y prête moins aussi. Je vous l'ai dit, même en France, je marche beaucoup, mais je prends vraiment aucun plaisir à marcher dans les rues. J'en ai pas. C'est vraiment par nécessité. Et c'est pas avec joie que je le fais. Alors qu'au Japon, chaque déplacement, c'était un petit bonheur en soi, même quand c'était pour aller juste d'un point A à un point B avec un but précis, sans un but de balade. Même si j'avais fait cette rue 250 fois, j'adore cette ambiance, j'adore me balader dans ces ruelles japonaises. C'est vraiment un kiff que je ne trouve pas ici et vous n'imaginez pas à quel point ça me manque tous les jours. À Kyoto, en plus, la nuit, c'est un peu ville morte, vraiment. Vous pouvez marcher à 21h dans cette ville qui est très sombre avec des ruelles à peine éclairées en ayant l'impression qu'il est 3h du mat alors qu'il est seulement 21h. J'adorais vraiment me balader la nuit en ville. Le jour, c'était plus la Kamogawa, mon petit kiff. C'est la grande rivière de Kyoto, celle qui va du sud au nord, ou du nord au sud. Et ça me manque aussi beaucoup cette Kamogawa. Et avec sa vue au loin sur les montagnes, je l'ai remontée et descendue des centaines de fois la Kamo. Je l'ai fait de long en large de chaque côté des berges, mais c'est toujours un plaisir que de marcher de longues heures sur ces berges. Que ça soit dans les quartiers vivants qu'elle traverse, où on voit l'effervescence positive du Japon, on va voir beaucoup de touristes, des gens heureux d'être là, qui sont contents, ou bien dans le nord, où c'est plus calme et où on profite du bruit, de l'eau et de la vue tout simplement. Et puis je vous l'ai dit, sur Paris, j'aime pas explorer la ville. Pourtant la ville elle est belle, mais les gens, l'ambiance, ça me donne pas envie. Et je vais pas vous dire que Paris c'est moche, vraiment, Paris c'est une des plus belles villes au monde, mais je suis pas dans le mood, je ne sais pas pourquoi, c'est moi, c'est personnel, mais je suis pas dans le mood. Au Japon, j'étais vraiment pas le dernier pour me lever tôt le matin pour aller prendre un train et aller explorer une petite ville de banlieue, me perdre dans un coin à la con, juste pour le plaisir. Et j'ai fait des tonnes de découvertes super chouettes. Ici, j'y arrive pas, vraiment, j'ai essayé, mais ça marche pas. Et au vu du nom de mon podcast, vous vous doutez que ces explorations, ça va me manquer, et que ça me manque tous les jours. Mon appareil photo, là, il prend la poussière, et il a franchement hâte de pouvoir se refaire plaisir en balade dans les ruelles japonaises. Et je vous ai parlé beaucoup de calme, mais c'est vraiment un truc qu'on sent au Japon et qui me manque, et qu'on apprécie finalement de la vie japonaise. Il y a une douceur de vivre, vraiment une vraie douceur de vivre qu'on ressent là-bas. Si vous parlez avec des expats, des gens qui ont vécu là-bas, la plupart vous sortiront qu'ils ressentent et qu'on le sent personnellement et on le sent en face de nous, cette douceur de vivre. Même si la vie, au final, n'est pas facile tous les jours. Et que pour plein de gens, plein de Japonais, c'est une vie qui est compliquée. On sait, il y en a qui ont 3 boulots par jour, il y en a qui ne voient jamais leur famille. Mais au final, on ne ressent pas. On ressent une certaine sérénité. Et vraiment, c'est cette douceur de vivre qu'on a au Japon, ça m'a beaucoup parlé. Le fait de ne pas se presser, par exemple, de traverser n'importe où, être à l'affût pour savoir si on peut y aller, c'est con, vous voyez, mais quand on traverse une route, on regarde si on peut aller s'il y a personne à gauche, s'il y a personne à droite, allez hop, on y va. Ça paraît pas stressant comme ça, en fait, quand on le vit. Moi, je me suis jamais senti stressé à Paris, vraiment. Mais quand j'ai vécu au Japon, je me suis dit, non, mais en fait, si, ma vie, elle était stressante, et ici, tout est beaucoup plus serein, plus calme. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, et je pense qu'il faut l'expérimenter vraiment pour le sentir. Parce que moi, on me l'aurait dit comme ça, sans l'avoir expérimenté, je me serais dit oui, non, mais arrête, ça, c'est pas stressant, tout ça, arrête tes conneries. Mais franchement, moi, j'ai senti un poids s'en aller quand j'habitais là-bas. Le fait d'attendre un feu rouge, vraiment, sans se poser de questions, je trouve ça reposant. Ça peut être con aussi, mais de devoir attendre 4 minutes, même s'il n'y a pas de voiture, c'est reposant, c'est relaxant. Il y en a, ça va les stresser, mais moi, ça me reposait. Alors que je suis pas le dernier normalement pour traverser n'importe où, toujours en faisant attention, parce que il faut respecter les voitures, les cyclistes. Mais s'il y a personne, vous regardez à droite à gauche, allez hop, j'y vais. Au Japon, je le faisais jamais. Au Japon, même s'il y avait personne, j'attendais que le feu soit vert et qu'il y ait la petite musique pour dire c'est bon, mon coco, tu peux y aller. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça, mine de rien. Le fait de ne pas comprendre la langue et d'être dans une genre de bulle aussi, ça aide aussi à être dans un environnement très relaxant. Alors ça peut être effrayant pour certains, c'est compréhensible, le fait de ne pas pouvoir communiquer facilement avec les autres, mais pour moi c'était un peu un bol d'air frais finalement. Si je me sens pas trop à ma place en France aussi, c'est entre autres parce que je trouve que beaucoup de gens se permettent de vous imposer leur vérité, on aime vous dire comment penser, ce qui est bien de penser, ce qui est mal de penser, et ça me fatigue à la longue, que tout le monde essaye d'avoir raison, essaye de vous imposer quelque chose, on est toujours dans la défiance, la victimisation à outrance, on doit râler, se plaindre et imposer son point de vue. Alors bien sûr, je généralise, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est mon ressenti. Voilà, vous pouvez ne pas être d'accord, ça reste mon ressenti, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est juste un ressenti que j'ai et qui me chagrine et que je me sens pas bien ici. Et au Japon, la société déjà, elle est pas trop comme ça. Vous n'allez pas donner votre avis, vous n'allez pas crier sur les gens pour dire c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça, parce que là-bas, il y a un moule et on le suit et on fait pas de vagues. Mais du coup, même
il y a une chose, c'est qu'en ne parlant pas la langue, j'avais pas ces problématiques, forcément. C'était calme, et honnêtement, moi, ça m'a fait énormément de bien. Pourtant, j'adore parler, vous vous rendez compte, j'ai fait 100 épisodes, enfin bientôt 100 épisodes. J'adore débattre aussi, je suis vraiment un bon français, comme on dit, mais une partie de moi aime beaucoup ce calme de l'ignorance, en fait. C'est vrai qu'on est un peu dans l'ignorance, mais ça fait du bien. Je ne suivais pas les news, je savais pas ce qui se passait dans le monde. Alors, c'est un peu con, parce que du coup, on est un peu plus bébête, mais ça fait du bien, ça repose, vraiment. Après, je vais faire un peu plus encore dans le plus personnel, mais forcément, il y a mes amis aussi qui sont encore au Japon qui me manquent. J'ai mon binôme, par exemple, qui était en cours avec moi, avec qui j'ai tissé de bons liens d'amitié, des vrais liens forts d'amitié, qui a continué d'étudier sur place, et forcément, nos petits moments qui étaient sur place, où j'ai passé de très bons moments, ça me manque. On s'est baladé pas mal tous les deux, on a fait beaucoup de restos, ou de balades même post-resto, justement, à la nuit, dans les rues de Kyoto, à parler foot, on faisait des débats de foot, on parlait de trucs à la con, de trucs qu'on voyait au Japon, de tout, de rien, et c'était des petites balades où on savait, on finissait tôt de manger, et on allait marcher un peu n'importe où, vu qu'il aimait bien marcher aussi, on marchait dans des petites rues, on savait pas trop où on allait, mais juste pour discuter, il n'y avait pas un but précis d'aller explorer ou découvrir, mais c'était vraiment chouette ces moments-là, et ces moments, mon ami Bélan, qui si un jour écoute, il me manque, même si on a gardé contact et qu'on a des projets ensemble. J'ai aussi ma pote Vola, qui connaît des moments difficiles, elle, à cause du coronavirus, vu qu'elle travaille dans le tourisme au Japon. Vous vous doutez que c'est pas la joie. Elle avait eu la chance d'avoir un visa 5 ans, mais là, elle a perdu son travail, parce que beaucoup de gens au Japon ont perdu leur travail, qui travaillaient dans le tourisme. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour elle, parce que c'est pas parce qu'on a un visa de 5 ans qu'on peut rester comme ça. Il faut bien gagner un peu d'argent, et c'est pas le même chômage que chez nous. Et puis, on vous dit aussi de partir au bout d'un moment, parce que même si vous avez le visa, si vous n'avez pas de travail, on va pas vous garder à vie au Japon. En tout cas, même pour votre période de visa. Donc pour elle, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai une grosse pensée pour elle, et même sûr, j'aimerais bien être sur place pour être là, pour pouvoir lui remonter le moral de temps en temps. Bref, j'avais ma petite vie là-bas, quoi. Aller faire des restos, des cafés, des balades, ou bien des discussions dans un bon izakaya avec mes amis. Et là, sur Paris, déjà j'ai moins de moyens financiers, comme vous le savez, pendant 2 ans j'ai vécu sur mes économies, pendant 2 ans et demi. Donc là, j'économise un petit peu d'argent, donc je fais attention pour remonter un petit peu mes économies, parce qu'elles sont bien basses. Puis j'ai moins d'amis aussi sur Paris, la plupart vivent à l'étranger maintenant. Mes bons amis en tout cas, parce que j'ai des connaissances ou des amis, mais des vraiment très bons amis, j'en ai beaucoup moins. Et la situation du moment, en plus en France, vous la connaissez, c'est pas du tout la même ambiance qu'au Japon. Moi, j'ai mes potes qui vivent au Japon, ils ne vivent pas le coronavirus de la même façon que nous. Ils sont beaucoup moins emmerdés, on va dire, en général. Et du coup, oui, mine de rien, je préférerais être là-bas avec mes potes japonais, même si j'ai mon meilleur ami qui habite en France et que je remercie encore, parce que sans lui, ma situation serait beaucoup plus difficile. Et je suis content de le revoir, je suis même content qu'on soit en coloc, c'est cool. On a déjà été en coloc il y a très longtemps, donc ça fait plaisir. Mais j'avoue, je préférais le ramener avec moi au Japon, et avec mes autres amis qui sont encore au Japon, et qu'on vive tous là-bas, je trouverais ça plus cool. Et vu qu'on parlait d'izakaya, même si on mange vraiment bien en France, on n'a pas à se plaindre en France pour ça, surtout pour un mec comme moi qui adore le sucre et le sucré. Mais il y a quand même quelques petits plats et restaurants qui me manquent à fond, et je rêve de me téléporter à l'intérieur de mes restaurants préférés pour manger. En premier, des karaage au yuzu. Ça, c'était vraiment mon péché mignon. C'était un café-restaurant où j'allais au Japon, à Kyoto, qui était pas cher, où il y avait beaucoup de petits jeunes. Il y avait plein de plats qui étaient super bons, mais les karaage au yuzu, pour moi, c'était une tuerie. La sauce et même les karaage étaient très très bons. Ils faisaient un super cheesecake aussi. J'adorais aller manger là-bas. Vu que mon pote est un peu comme moi, et quand on a trouvé un bon resto, on adorait y retourner, et on n'était pas trop explorateur de resto, autant sur les cafés, vous l'avez compris, j'aime bien. Sur les restos, quand j'ai un coin que j'aime bien, j'avoue, j'aime bien y aller du fond en comble. Et donc, on y allait des centaines de fois dans ce restaurant. C'était vraiment mon péché mignon. Et il y avait aussi un autre resto où j'allais vraiment souvent, et même j'y allais tout seul, parce que mon pote aimait un petit peu moins, et que moi, ça me dérangeait moins de manger tout seul au Japon. C'était un restaurant où on mangeait des kushikatsu. Alors, kushikatsu, c'est des brochettes frites. Vous allez avoir des légumes, de la viande, un petit peu tout. Mais moi, mon péché mignon, c'était les kushikatsu au fromage. Ça, je les ai dévalisés. Mon binôme aussi, il venait de temps en temps, et quand on venait tous les deux, il y a un nombre de fois incalculable, et je m'excuse vraiment auprès de tous les clients qui passaient malheureusement après nous, parce qu'il n'y avait plus de stock, quoi. Nous, on en prenait 10, 20 chacun, ça coûtait 100 yens, donc vous vous doutez que c'était pas très cher, et c'était pour moi une tuerie. Alors c'est pas de la grande gastronomie, mais le resto était sympa, les serveurs étaient chouettes, et j'adorais manger là-bas. C'était un tout petit boui-boui d'Anguillon.
Mais voilà, c'était cool et c'était bon. Voilà, c'était simple mais bon. Un peu comme le plaisir simple du cheese naan. Vous voyez, le cheese naan, c'est pas du bon fromage qu'il y a dans les cheese naan que vous allez manger chez les Indiens. Là, c'était pareil, hein, ça devait ressembler à du kiri ou autre, mais frit avec la petite sauce par-dessus. C'était, ça me manque. Voilà, dès que je retourne à Kyoto, c'est un des premiers trucs et j'espère qu'ils ne vont pas fermer parce que je serai l'un des mecs les plus tristes du monde si le jour où je retourne, il n'existe plus et que je peux plus manger mes kushikatsu au fromage dans ce petit resto bien sympathique où j'ai vraiment passé de bons moments tout seul, des dimanches soirs avant de retourner à l'école, où je m'étais passé des bons week-ends et un peu déprime de devoir retourner à l'école, je me faisais mon petit plaisir avant de me dire bon c'est la semaine de cours qui recommence. J'allais manger mon petit kushikatsu fromage tout seul avec ma petite bière. Et enfin quand je dis mon petit kushikatsu, bien sûr il y en avait une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, mais c'était vraiment un kiff. Et pour finir cet épisode, on va aller dans un truc totalement narcissique. Là, attention, j'avoue, c'est du narcissisme le plus haut degré. Et c'est pas glorieux, je vais pas m'en vanter. Mais vous savez, on se dit tout. Et je vais appeler ça... ce qui me manque, c'est les Megumi. Voilà. Alors, vous l'avez déjà compris si vous avez écouté mon podcast sur j'avais fait, attention, un petit warning sur comment les couples franco-japonais, parfois... peut y avoir des problèmes. J'aimais bien, avec mon ami, on appelait les garçons les Juichi et les filles les Megumi. Voilà, puis on rajoutait un petit surnom. Moi, je donne des surnoms à tout. Donc, on va appeler ça l'instant Megumi. Donc, vous avez compris, ce sont les japonaises que j'appelle les Megumi. Oui, je suis pas net, voilà. Mais les japonaises, elles sont souvent à tomber, avec un style parfaitement travaillé. Vous le savez, là-bas, je tombe amoureux toutes les 30 secondes. Et juste de regarder ces jeunes filles, ou ces même plus vieilles filles, parce qu'il y a des femmes plus âgées qui sont très très belles, ça fait pas de mal. Et bien au contraire, ça égaye les journées, même si on ne fait rien, qu'on ne parle pas, qu'on ne touche pas et qu'on est gentil. On regarde juste. Ça fait plaisir et ça manque mine de rien. Et ça, c'était le point pervers du coup du podcast, il en fallait un. Mais un autre point toujours, on est toujours dans le narcissique, on est encore plus au-dessus, et c'est l'attention qu'on vous porte en fait au Japon, que ça soit les filles justement, ou les gens en général, parce que c'est tout le monde. Au Japon, je vous l'ai déjà dit, mais vous êtes un peu spécial. Et mine de rien, ce sentiment, je le trouve fort agréable. Alors oui, je vais pas m'en vanter, je vais pas dire ouais c'est super, etc. Mais ça reste un sentiment agréable que je kiffe quand je suis sur place. Vous n'avez pas besoin de forcer vos traits de caractère, par exemple, pour qu'on vous remarque ou qu'on s'intéresse à vous. Tout va se faire naturellement. En fait, vous êtes quelque chose de spécial à part entière sans rien faire. Vous vous asseyez quelque part, vous bougez pas, vous respirez pas. Bon, si vous continuez d'arrêter de respirer, c'est sûr que vous allez être spécial. Mais même, voilà, c'est une sensation qui fait, encore une fois, c'est pas la plus digne du monde, mais qui est vraiment agréable, on va pas se mentir. Et ici en France, forcément, j'ai pas du tout cette sensation au quotidien. Je suis un Pékin lambda parmi des millions de Pékin lambda, et du coup, voilà. Alors c'est pas quelque chose que je recherche. Je recherche pas à être regardez-moi. Au contraire, en général, c'est pas trop mon kiff. Mais surtout en France, en France, j'en ai franchement rien à branler. On va pas se mentir encore une fois. Mais voilà, au Japon, c'est vraiment cette sensation qu'on vous regarde, qu'on s'intéresse à vous, que vous êtes une curiosité, et rarement en mal en plus. C'est des petites choses qui manquent. Et toutes ces petites choses, au final, ça pèse, et ça manque vraiment au quotidien. Et tous les jours, je me demande pourquoi je ne suis pas au Japon. Alors, je le sais en fait, donc vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque beaucoup, et qui me manque beaucoup dans ma vie de tous les jours. Et j'espère retourner au Japon un jour. Je me sens vraiment pas à ma place et ni heureux ici. Je vais pas vous en douter. J'ai fait 100 épisodes sur un podcast Japon, c'est que j'adore ce pays. Après, je pourrais adorer ce pays juste en vacances. J'ai jamais expérimenté le travail sur place aussi, donc je n'aimerais pas être là-bas et travailler dans une société japonaise. Je pense que je serais pas à ma place dans ce cadre-là. Mais le Japon, si je peux être en freelance ou faire mes propres choix et vivre ma propre vie, c'est vraiment un pays où il y a énormément de choses que j'adore. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Mais voilà, je me sens bien et je me sens mieux qu'ici, où je me sens vraiment pas à ma place. Je ne suis pas spécialement heureux de vivre ici. Alors bon, je vous rassure, je suis pas en mode dépressif non plus, vous inquiétez pas. Je suis quelqu'un de plutôt joyeux et positif, même si ça m'arrive forcément, comme tout le monde, d'avoir des coups de mou. Parce que comme je vous le dis, ça me manque tous les jours. Donc il y a des jours, il y a des hauts, il y a des jours, il y a des bas. Parce que vous dites, j'aimerais bien être là-bas, comment je vais pouvoir y retourner? Est-ce que je vais pouvoir y retourner bientôt? Ok, je veux bien, faut patienter, mais voilà, je sais pas si je vais pouvoir patienter. Je suis pas tout jeune, donc j'ai pas envie de patienter pendant 10 ans non plus avant de pouvoir y retourner et de pouvoir m'installer là-bas. Donc il y a des coups de mou. Mais finalement, c'est plutôt pour moi une source de motivation. C'est pour ça que je vous dis, vous inquiétez pas, je ne suis pas en totale dépression. Je ne suis pas en dépression du tout, même en fait. Et j'espère pouvoir du coup me réinstaller. Donc ça me motive de me dire, allez, tout ça, ça me manque. C'est là-bas que je me sens bien. Il faut que je travaille
pour y aller d'une façon ou d'une autre, dans les meilleures conditions, parce que comme je l'ai déjà expliqué plein de fois, je ne veux pas aller dans des conditions à l'arrache, mais pouvoir me réinstaller un nouveau jour au Japon. Et même, je vais même m'auto-souhaiter le plus rapidement possible, on va pas s'en priver, parce que si je peux éviter d'attendre 4-5 ans, voire 10 ans, si ça peut être dans 1 an ou 2, moi je signe direct, il n'y a pas de souci. Mais ça sera sûrement donc une autre histoire pour un prochain épisode, on en parlera. Sur ce, on est donc à l'épisode 98, on se rapproche de la fin, et y a donc la FAQ qui va bientôt arriver, il y aura la nouvelle saison aussi, vous attendez pas des changements de fou, ça sera des petits changements tout simplement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je commence à reposer des photos depuis quelques semaines, donc voilà, vous avez des nouvelles photos sur le Japon. N'hésitez pas aussi à faire une petite note, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais une petite note sur Apple Podcast, ça permet de faire connaître le podcast ou de le partager, tout simplement, ça fait plaisir, ou d'envoyer un petit message aussi, parce que voilà, de débattre, discuter du Japon, de me parler un petit peu de vos impressions du Japon. Je mets parfois du temps à répondre parce que j'ai des messages, voilà, et puis aussi j'ai pas mal de travail, je travaille sur un gros projet. Donc voilà, ça m'arrive parfois d'être un peu lent, mais j'essaye toujours de répondre, donc n'hésitez pas, surtout passez plus sur Instagram que Facebook ou autre, parce que je traîne beaucoup plus sur Instagram que Facebook, et sur Facebook je vais être encore plus long à répondre a priori. Donc si vous avez un compte Instagram et que vous voulez m'envoyer un petit message, ça sera avec plaisir. Encore une fois, je pense que jusqu'à la fin de l'épisode 100, il n'y aura pas de coup de cœur du moment. Voilà, c'est fini, on arrête avec ça, sauf si un truc me tombe dessus et que je me dis oh putain c'est super sur le Japon, c'est génial, mais là il n'y en aura pas. Et du coup je vous dis à bientôt pour l'épisode 99. Bah oui, on est bientôt à la fin de la saison 1. Allez, ciao, bye bye, mata.